Moi, je connais plein de gens qui sont devenus vraiment multimillionnaires avec l'immobilier. Les youtubeurs vendent du rêve pour vendre des formations. En vrai, il y en a qui sont vraiment enrichis, mais beaucoup. C'est-à-dire qu'ils sont passés de 0 à 10 millions. Je vois pas d'autres moyens de t'enrichir aussi vite. Et il y a des traumatismes en immobilier et on n'en parle pas assez, mais ça peut vraiment laisser des cicatrices à vie. Et donc moi, les cas extrêmes, c'est impayé, squat évidemment, dégradation. Tu peux avoir un meurtre. Moi, alors là, je passe au cas extrême. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Thierry Vignal, le cofondateur de Mastéos, l'entreprise spécialisée dans l'investissement locatif. Thierry nous dévoile les hauts et les bas de son parcours entrepreneurial et nous raconte comment il est passé de 0 à 1500 ventes en 3 ans. Dans cet épisode, on va voir l'intérêt de l'investissement locatif, mais également les problèmes qu'il a pu voir auprès de ses clients. Et Thierry nous livrera également sa vision du marché à l'heure actuelle dans un contexte de taux assez élevé. Et si vous voulez ne rien rater et voir nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie de retrouver Thierry Vignal. Bonjour Thierry. Salut Clément. Alors, tu es un véritable spécialiste de l'investissement immobilier et peut-être pour nos éditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter? Thierry, je suis le fondateur de Mastéos, qui est une boîte qui accompagne les investisseurs immobiliers. On s'occupe de tout, donc trouver le bien, le rénover, le meubler, s'occuper de la location. Et je vais devoir parler au passé parce que, comme tu sais, on a malheureusement dû céder dans la douleur suite à un redressement judiciaire. Avec la crise de 2023, on a dû fermer boutique et on a cédé à Novaxia, qui doit être un de tes clients. Absolument, un de mes partenaires. Un de tes partenaires, ouais. Donc j'ai créé cette boîte, c'était ma première entreprise, je l'ai créée en 2019 et j'ai fait ma première vente en 2020. Entre 2020 et 2022, on est passé de 0 à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et de moi et mon cofondateur à 400 salariés, donc tout allait très très vite et on a décru aussi vite qu'on a cru. On est né dans un environnement de taux où tout était à 0%, sans apport, et c'était assez facile d'avoir des clients et 2-3 ans plus tard, effectivement, les taux ont quadruplé, tu l'as vécu en moins d'un an et on a perdu l'essentiel de notre marché de manière assez brutale. Et malgré tous les fonds qu'on a levés, parce qu'on a quand même levé 65 millions d'euros, on n'a pas su tenir notre structure de coût dans un marché qui était complètement à l'arrêt et c'est pour ça qu'on a eu un redressement judiciaire. Et alors attends, du coup, parce qu'avant de partir plus en détail sur le contexte, etc., tu dis de 0 à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça fait combien de ventes, enfin, ventes de transactions immobilières, ça? Nous, on monétise surtout sur la vente, les travaux, les meubles, la gestion. Donc, on a un panier moyen qui était assez élevé et on a fait 1500 transactions en tout. D'accord, avec une vitesse exponentielle, hein. Si je me rappelle bien, tu t'avais fait une stat un jour, tu disais on faisait une vente par semaine ou une vente par mois, et puis à la fin, tu faisais une vente par heure, non? Ouais, première année, on faisait une vente par mois, puis une vente par semaine, une vente par jour, une vente par heure. Non, mais c'est ça allait très très vite. En même temps, on était sous stéroïdes financiers, puisqu'on a levé énormément de fonds avec le venture capital et un peu de dette. Donc, ça finance de l'hypercroissance. Tu vois, c'est pas comme si, avec les moyens du bord, on était passé de 0 à 20 millions comme ça par nos propres moyens en bootstrap. Ouais. Non, mais le problème, c'est que quand j'ai créé Mastéos, j'étais dans un environnement qui était à la fois favorable à l'investissement locatif avec les taux zéro, mais aussi favorable au levée de fonds. Mais pour la même raison, c'est ça le Pour la même raison. Et les deux marchés se sont effondrés pour les mêmes raisons, qui est que une fois que la Banque centrale relève les taux et qu'elle assèche les marchés de liquidité, ce trop-plein de liquidité dont j'ai profité au début, tant sur les levées de fonds que sur les ventes, il s'est asséché sur les deux fronts. Donc, j'avais ni de clients, puisqu'ils ne pouvaient plus emprunter, c'était trop cher, ni d'investisseurs, ni de fonds pour me refinancer. Et donc, c'est pour ça que j'ai dû fermer aussi vite que j'ai ouvert. Mais c'était un roller coaster incroyable que tu as vécu, puisqu'on se fréquente, on a vécu des trajectoires parallèles. Toi, tu as survécu et bravo. Tu as créé Louvre en même temps, non? En 2000, non, nous, on s'est lancé en janvier 2021. Ok. Donc un peu après, 2 ans après, je pense. À peu près, hein. Je sentais de la frustration quand nous, on levait beaucoup, d'autres acteurs levaient beaucoup, et tu disais, oh là là, je suis peut-être en train de passer à côté de quelque chose parce que je pourrais très bien gagner des années en levant tout de suite. Et en fait, non, si t'es vivant et en pleine forme, alors que nous, on est morts et que plein d'autres acteurs sont morts, c'est grâce à ça. C'est aussi parce que tu as su ne pas céder aux sirènes du venture capital. Alors, c'est vrai, même si on a levé un seed de 2 millions en venture. Mais ceci dit, attends, pour revenir là-dessus, parce que toi, à la base, qu'est-ce qui t'a amené à l'investissement locatif? Tu étais un investisseur à titre perso? Tu connaissais le modèle? Et c'est peut-être pour ça qu'on s'est planté, hein. Mais moi, j'étais pas de l'immobilier et j'étais pas non plus un entrepreneur. Avant, j'avais
grenouiller dans les cabinets d'avocats parisiens parce que j'avais fait une majeure juridique à HEC, donc ça m'a permis de commencer en cabinet d'avocat à Hong Kong et à Paris, donc des beaux cabinets. Mais j'étais pas très très fort et j'ai bifurqué sur un autre domaine qui est la finance et j'ai émigré à Londres où tu as vécu aussi, il me semble d'ailleurs. Moi, non, j'ai vécu à San Francisco et en Angleterre, à Derby, mais que tu connais absolument pas parce que c'est une ville qui n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que tu foutais? C'est le siège de Rolls-Royce, et donc je bossais sur les moteurs d'avion. D'où Louvre Invest, je comprends mieux. Voilà. Rolls-Royce, voilà. Bah, moi, pareil, carrière décousue où j'ai commencé en cabinet. Ensuite, je fais de la finance à Londres et j'étais sur une salle de marché à Londres chez HSBC, ce qui est un rêve de gosse parce que j'avais vu le loup de Wall Street et je voulais vivre l'aventure d'un trader sur Canary Wharf. Et j'ai vécu ce rêve de gosse pendant 2 ans. Beaucoup d'adrénaline, mais c'est pas un rythme de vie qui se tient dans la durée. Donc j'ai arrêté, je suis rentré. T'étais trader ou t'étais sales, toi? J'ai fait un schéma rotational scheme chez D'accord, un HSBC. graduate programme. Ouais, c'est ça, où j'ai passé un peu de temps en tant que trader, enfin assistant trader, et en tant que sales aussi pour les hedge funds. Et c'était dingue parce que tu avais George Soros en client, tu parlais vraiment aux stars du milieu et c'était 2 années incroyables. Mais quand je suis rentré du coup de Londres après un espèce de semi-burnout et j'en avais un peu fait le tour de la ville, je suis rentré à Paris et j'avais pas de chômage ou quoi que ce soit, donc je suis allé m'inscrire au RSA Port d'Italie parce que j'avais pas de revenus et j'avais pas épargné. Et j'ai rencontré un type que je connaissais pas, qui était en errance comme moi. On allait faire un petit stage d'observation chez Bivouac, qui est une société concurrente, et puis on est parti de chez Bivouac. Bivouac qui fait du coup de l'investissement locatif aussi. Comme Mastéos, ouais. Ils sont très bien, hein, mais bon, c'était pas entendu, on n'a pas été payé là-bas, donc on est parti, et on s'est foutu dans un bar, et on a dit, écoute, l'IMO, ça a l'air assez facile, il faut un acheteur, un vendeur, il faut trouver un bien, et puis on verra pour les travaux. Et donc on a lancé Mastéos faute de mieux, tout en postulant ailleurs en parallèle, et on n'a pas fait une vente en 1 an, donc vraiment le début était dur. D'accord. Et en fait, on a rencontré notre public début 2020 et ensuite on est rentré. Qu'est-ce qui a changé pour que ça bon, à force, tu finis par trouver un premier client. C'est la persistance, quoi. C'est la persévérance. À force d'envoyer des messages sur LinkedIn, d'essayer de faire du contenu SEO, moi j'envoyais une newsletter Philocative qui faisait marrer les gens, j'ai réussi à me faire un plateau BFM à un moment, donc on est devenu vaguement visible, et puis après il y a eu un effet boule de neige, ouais. Et on avait une com un peu unique et une vibe un peu unique qui a plu et qui a attiré à la fois les clients et les VC, et puis ensuite c'est un effet boule de neige assez classique sur les 2 fronts d'ailleurs. Donc toi à ce moment-là, en fait, tu n'avais jamais investi à titre perso dans l'IMO? Non. C'est toi qui faisais la recherche des apparts? Enfin, comment ça se passait? Ou des biens, peut-être des maisons, je ne sais pas. J'avais fait un peu de droit immobilier en cabinet d'avocat, mais c'est du droit tertiaire, donc rien à voir. J'avais regardé 2-3 blogs, j'étais quand même intéressé. On est tous intéressés par l'immobilier, c'est ça qui est bien, parce qu'on vit tous sous un toit. Donc personne ne peut dire j'ai jamais fait d'immobilier, on a tous fait d'immobilier. On est locataire, donc on a fait de l'investissement locatif côté locataire, où on est propriétaire et on sait ce que c'est. Donc oui, on a tous fait de l'immobilier, et moi j'avais cette approche de trader où j'allais chercher de la data et je faisais des algos sur Excel pour essayer de faire ressortir des zones de mispricing en France. Ce qui a été votre grande force après, en fait, hein, toute cette histoire-là. Tu faisais les études quasiment mensuelles, non, je crois, des opportunités. Une grande force finalement, on finissait dans les mêmes villes que tout le monde, mais en revanche, on a toujours eu cette approche un peu scientifique, et moi je faisais des classements de villes où il y avait, ce que j'apprends en tant que trader, ce que tu apprends, c'est cette corrélation absolue entre risque et rendement. Quand tu es trader, tu apprends ce que c'est que le risque. Et tu apprends que pour 3 unités de rendement, il faut toujours mettre 3 unités de risque en face. Et c'est une loi implacable à laquelle tu ne peux pas échapper. C'est quel que soit… En fait, quand tu as un target, quand tu as une cible de rendement qui est là, il faut s'attendre à avoir un risque qui est là. Tu veux du 10%, tu finis à Roubaix avec toute la sinistralité locative associée à cette ville. Mais au moins, tu es au courant en tant que trader que les deux sont liés. Et c'est pour ça que Madoff, c'est une fraude, parce que Madoff, tu as 10 unités de rendement pour 0 unité de risque. C'est une fraude. Toi, tu sais pertinemment que les SCPI qui rapportent le plus sont probablement celles qui prennent le plus de risques. Alors parfois, le risque ne se matérialise pas et c'est très bien, mais c'est pareil en tant qu'entrepreneur. Moi, en créant Mastéos, j'ai pris énormément de risques parce que j'allais chercher énormément de rendement, ou ce qu'on peut appeler le rendement. Possible, moi, l'année dernière, mes parts, elles valaient 30 millions, tu vois. Donc, il y avait un scénario possible où ça se monétisait à ce niveau. Malheureusement, la balle est tombée du mauvais côté du filet, et donc moi, j'ai plutôt le risque qui se matérialise à hauteur de ce que j'espérais. Mais dans tous les cas, cette notion risque-rendement, elle est très utile pour comprendre
comment fonctionne le marché immobilier, comment fonctionne l'entrepreneuriat et comment fonctionne la vie en général. Hyper clair. Et donc, alors attends, donc là, tu nous reprends début 2020, première vente. Tu avais un bien de ouf, c'était. Parce que c'est toujours Non, la. c'est juste, il y avait un financement de ouf pour le coup. Pas D'accord. d'apport et taux à zéro. En fait, tout est autofinancé. On allait en province, donc on allait à Rouen, on allait à Lille, on allait à Roubaix pour aller chercher des rentabilités un peu plus élevées que Place Vendôme, quoi. Mais sinon, il n'y avait pas besoin de faire un effort démesuré ou d'acheter des actifs qui sont massivement sous-pricés pour être autofinancés. Donc, on allait dans ces villes-là, ouais. Ok, et encore à ce moment-là, du coup, au tout début, tu n'avais pas encore d'employé, tu étais toi avec ton cofondateur. Ouais. Donc, tu as poncé des appartements, quoi. J'imagine que tu as fait Ouais, toute au la ville début, de France. j'ai fait beaucoup de terrain. Mon associé était plutôt sur la partie marketing et tech. Enfin, tech, au début, c'est un site internet. Et puis après, on a embauché 40 devs et c'est devenu une app et c'était bien. Mais moi, je faisais énormément de terrain au début. D'accord. Et là, post-faillite, je reviens sur le terrain et je redécouvre les joies du terrain, de se lever, de prendre un vélo à 6 heures du mat et d'aller visiter un truc. Et le terrain, ça forme. Et en fait, ce que j'ai aussi retenu, c'est que plus tu t'éloignes du terrain, en tout cas pour une entreprise Ops, pour une entreprise. Parce que tu vois, Mastos, c'est une boîte PropTech. Et dans PropTech, tu as Prop, c'est le terrain. Property, c'est là où les biens ils sont, là sur le terrain, sur le foncier. Et tu as Tech. Et je trouve que c'est dangereux d'appeler ça PropTech parce qu'il faut choisir son camp. Soit tu es Airbnb et tu fais très bien de la tech, soit tu es, je sais pas, Nexity, je sais pas, enfin en tout cas une boîte qui vraiment maîtrise le terrain et qui joue pas à être une boîte de tech ou d'intelligence artificielle parce qu'en fait tu peux pas faire bien les deux, je pense. Et nous, le problème c'est qu'en évoluant dans le secteur PropTech, bah, d'un côté on va prendre plein de devs pour essayer de développer une app, mais en même temps ça nous éloigne du terrain. Et en allant sur la trajectoire VC pour lever des fonds, pour financer une tech, tu es de moins en moins expert du marché lillois et il faut pas aller dans cette rue, il faut plutôt aller dans celle-là parce que celle-là, il y a des dealers et puis celle-là, il y a un projet d'urbanisme qui se crée, ça va valoriser ce quartier. En fait, l'immobilier, c'est un truc local. Voire même hyper local, en fait, dans ce que tu dis. Ultra local. Ouais. À jouer à la tech tout en faisant des chantiers à Bourg-en-Bresse ou à Maubeuge ou à Saint-Étienne ou au Havre ou à Lille ou à Roubaix. Tu te perds un peu, quoi. Tu te perds et tu te financiarises et il faut choisir ton camp. Toi, tu as choisi ton camp et tu fais une chose très bien. Mais quand tu fais le grand écart entre les chantiers et la tech, entre les atomes et les lignes de code, bah, c'est terminé, ça marche pas. Ok, hyper intéressant. Et donc là, est-ce que tu peux juste nous rappeler, parce que je pense que pour tous nos auditeurs, tu es probablement l'une des personnes en France qui a vu passer, alors évidemment, j'imagine que tu n'as pas fait tous les deals, mais en tout cas, ta boîte a vu passer un nombre de deals monumental. Tu peux juste nous rappeler pourquoi finalement, début 2020, c'était si bien d'investir en immobilier? Alors, on l'a dit plusieurs fois, mais c'est l'effet de levier qui est incroyable. Mais tu veux nous rappeler vite fait, parce que je pense que tout le monde n'a pas en tête pourquoi. Et puis surtout, il faut que chacun qui m'écoute, qui était en capacité d'investir en 2020, se demande pourquoi il l'a pas fait. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, rétrospectivement, c'est une folie de pas aller exploiter sa capacité d'emprunt en 2020. Aujourd'hui, on demande 20-30% d'apport, les taux sont à 4,5 dans certains cas, les rentas, elles sont ce qu'elles sont. À l'époque, pas besoin d'apport, littéralement zéro. C'est-à-dire, c'est même pas les frais de notaire. C'est-à-dire que mes clients, mais même tu pouvais récupérer de l'argent de la transaction. Donc pas d'apport, tu empruntes à zéro. L'argent est gratuit. Et le bien en face, il s'autofinance. En fait, ton loyer, il couvre largement parce que le coût du financement étant gratuit, en fait, bon, bah, tu couvres ta taxe foncière, tes frais de gestion, c'est OK. Et donc, tu t'enrichis sans rien faire. La banque finance ton bien. Tu mets zéro. Tu prends quand même le risque de ne pas avoir de loyer. On va dire que, si on veut être un peu plus mesuré, c'est ça. Ouais, mais tu as une garantie loyer impayé. Alors non, mais je vais te parler des cas distress où ça s'est mal passé, mais dans la grande majorité des cas, la banque finance le bien à l'époque. Tu mets zéro de ta poche, le locataire, il rembourse la banque pour toi, tu fais travailler l'argent des autres. Et en plus, tu avais le calcul différentiel qui te permettait, tant que tes projets étaient autofinancés, d'en faire autant que tu voulais. Ouais. Tant que c'était autofinancé, moi j'ai des clients, ils en ont fait 50. Et donc les histoires, les youtubeurs qui te disent oui, je suis passé de 0 à 50 biens, tu peux penser que c'est faux. Dans la majorité des cas, c'est faux, mais je connais quand même une dizaine de types qui ont fait 50 projets et qui aujourd'hui ont un patrimoine incroyable. Voilà. Mais alors attends juste, parce qu'effectivement, donc tu dis les taux étaient hyper bas, donc ça c'est le fameux spread, c'est le différentiel entre un rendement, je sais pas, on va dire à 5. Ouais, très exactement 5. Voilà. Le yield moyen en France c'est 5 et ton taux il est à 0. Aujourd'hui c'est l'inverse. Ton taux, t'empruntes à 5 et puis le yield
Il est peut-être toujours à 5, mais peut-être même à 5,5 maintenant, ça a baissé peut-être. Ouais, un peu alors les c'est un prix. 5 brut, mais avec toutes les contraintes qu'ils ont rajoutées depuis, en fait, ton yield net, il doit être à 4 alors que tu empruntes à 5, donc tu perds de l'argent si tu le fais. Ça, c'est hyper intéressant. Tiens, si on fait le parallèle entre 2020 et maintenant, à part, enfin, on peut reparler rapidement des taux qu'on voit tous, mais à part les taux, qu'est-ce qui a changé en plus? Passoire thermique, plafonnement des loyers et de toute autre forme Plafonnement des loyers, c'était pas le cas en 2020 parce qu'il y avait quand Il même y a la de loi plus en Allure à plus, Paris. Au ouais, mais il y a moins. de plus en plus de villes qui l'ont voté depuis. D'accord. Tu n'as aucun moyen d'échapper à ça, à part en faisant de la courte durée, mais pareil. Ou en trichant. Mais Ou bon, en c'est trichant, pas mais les contraintes se sont encore plus renforcées. Qu'est-ce que tu as d'autre? Attends, je les le avais DPE quand même, listés. non? Je sais pas si Bah, c'est ça. lié au passeport thermique, c'est Ouais. ça, c'est les contraintes DPE. L'arrêt du différentiel, comme tu disais. Exact. C'est dommage parce que j'avais listé toutes les contraintes réglementaires qui ont eu lieu récemment, mais c'est essentiellement lié au DPE, au passeport thermique, plus le fait Le permis de louer maintenant dans pas mal de communes. permis de louer. Donc c'est plutôt un environnement défavorable. Tous les rabots fiscaux, par exemple, les abattements forfaitaires sur le LMNP qui sont en train de disparaître. Le LMNP lui-même est de plus en Remis plus en remis en question, cause et il est ouais. en fin de vie. Tu avais le Pinel qui n'est pas incroyable, mais bon, tous les avantages que pouvait avoir un investisseur disparaissent les uns après les autres. Et à la place, on met des contraintes sur fond de leviers bancaires de moins en moins favorables. Donc contexte catastrophique, quoi. Ouais. Avant de continuer, le LMNP, toi, tu penses que ça va expirer, quoi, un jour, la fête sera finie? Oui, pour bien rappeler l'avantage du LMNP, c'est que tu payes pas d'impôts pendant et tu en payes peu en sortie. Normalement, pourquoi tu n'en payes pas beaucoup pendant? C'est parce que L'amortissement, ouais. tu as un mécanisme Ouais. qui s'appelle l'amortissement, qui est un mécanisme comptable, qui est une fiction comptable qui te dit, bon, bah, ton bien se dégrade, les murs, ils s'effritent, ton bien, il vaut en théorie de moins en moins parce que ton meuble, il s'abîme, etc. Ta chaudière, il faudra la remplacer un jour. Mais ça ne correspond pas à une sortie de cash, c'est un effritement théorique. Et donc, le fisc te laisse refléter comptablement cet effritement théorique. Qui vient du coup se poser en charge par rapport aux revenus. Et donc, ça génère une matière déductible assez considérable qui vient écraser ton revenu d'un point de vue fiscal jusqu'à zéro si tu es en option réelle. Tu as le LMNP forfaitaire et réel. Mais en réel, tu peux tout écraser sur une durée assez longue parce que tu amortis ton bien sur, je sais pas, un bien à 1 million sur 30 ans, ben, tu amortis. 3% par an à peu près, quoi. Ça fait combien? 30 000? Ça fait 30 000. Ouais. C'est ça, bah déjà, allez, bam, tu te prends 30 000 de matière amortissable, tes travaux. Mais au-delà Allez. de ça, il faut le voir en pourcentage. C'est-à-dire que même si ça génère 5, Ouais. tu as 3% du bien qui est de façon amortie. Donc en fait, Voilà. au pire, tu es imposé sur 2 et puis tu as toujours des Tu as petits une trucs, quoi. capacité d'abstraction statistique qui est incroyable. Moi, je raisonne en euros. Et en l'occurrence, bah, là, tu avais été 30 000. Imagine, tu as fait 100 000 euros de peinture sur 10 ans, bah, tu as 10 000 de plus qui Bien viennent sûr. se rajouter. Et ensuite, tu as tes charges déductibles. Et donc, en fait, cette matière déductible générée par l'amortissement, elle vient écraser ton revenu. Et donc, tu ne payes pas d'impôt pendant la durée de vie de ton investissement, ou très peu. Et normalement, dans un système comptable normal, c'est repris en sortie. Parce que la valeur nette comptable, en fait, baisse. Bah oui, parce que le fisc, il te dit, tu t'étais amusé à me faire croire que ton bien se dévalorisait, et là, tu me dis que ta plus-value, elle est de ça. Mais en fait, ton bien, il vaut pas 100, il vaut 100 moins toute la dégradation Comptabilisée auparavant. dont tu as profité. Ouais. Donc, il vaut pas 100, il vaut 50 comptablement. Donc, ta plus-value, elle n'est pas de ça, elle est du double. Et donc, tu es imposé sur des assiettes qui sont beaucoup plus élevées, c'est ce qu'on appelle la reprise des amortissements. Mais en LMNP, tu as le beurre et l'argent du beurre. Voilà, c'est pour ça. Tu peux reproduire les effets du LMNP en SCI LIS parce que tu peux pratiquer de l'amortissement, mais ils seront repris en sortie. En LMP aussi, d'ailleurs, un loueur meublé professionnel, tu as un peu le même sujet, mais sauf que tu es du coup taxé sur la plus-value à la sortie. Mais je suis d'accord avec toi, quand tu regardes le LMNP, surtout en période où quand même le budget de l'État est pas au top, je vois mal comment ça pourrait perdurer bien longtemps encore, quoi. Voilà. Après, là, il y a d'autres formes, il y a d'autres véhicules fiscaux qui marchent bien. La SCI à l'IS, tu ne payes pas d'impôt non plus pendant. Et en sortie, il y en a un peu plus, mais c'est pas ça qui va sonner la fin de l'investissement locatif. C'est d'abord les taux et ensuite l'environnement réglementaire et ce qui peut être un peu plus favorable. Et alors du coup, donc effectivement, donc là tu nous as fait partir donc 2020. Toi, tu as commencé à voir le marché se tendre en 2023, début 2023. Mon pic, le mois où je fais le plus de deals, c'est juin 2022. D'accord. Et alors accroche-toi, j'en fais 250 en juin 2022. T'imagines, c'est un village. On vend Saint-Émilion, pas Saint-Émilion, un petit village en un mois. Et c'est mon pic. Et depuis ce pic, ça fait que dégringoler. Alors tout doucement au début, c'est-à-dire que entre juin et décembre 2022, ça baisse, mais c'est pas massif. On passe de 250 à peut-être 180 ou 150. Bon, c'est relou, mais c'est vrai. Et puis après, tu as le Q1 2023 où ça commence vraiment à flancher, mais ça reste. En fait, à ce moment-là, les gens me disent mais pourquoi tu n'as pas viré tout le monde en janvier ou pourquoi tu n'as pas vu la remontée des taux comme tout le monde?
Bah, en fait, on l'avait vu la remontée des taux, mais on pensait que on avait calibré la Ouais. structure de coût Sur un soft landing un peu. sur un soft landing où on se dit bon bah les taux remontent un peu, mais le marché s'ajuste, les rendements vont s'ajuster aussi, et puis ça va pas s'effondrer d'un coup. Et Q1 nous donne raison. En Q1, on est encore à 100, 150 ventes par mois, et c'est ok. Tu vois, je peux survivre avec ça. Sauf qu'à partir de Q2, là tu passes vraiment de 150 à 10 ventes d'un coup. Et pas que nous. Vraiment, tout le secteur se prend une énorme claque. À Q2, le marché s'effondre. Q3, pareil. Q4, on touche le fond, il n'y a plus une vente qui se fait. Donc en fait, entre Q2 et Q4, le marché il passe de quelque chose à rien. Je ne parle pas du marché immobilier, je parle du marché de l'investissement locatif qui est sursensible au taux par rapport au marché immobilier. C'est sûr. Parce qu'il n'y a pas les résidences principales, tout est financiarisé. Et d'ailleurs, tu as un petit peu un ordre de grandeur, le marché de l'investissement locatif par rapport au marché des transactions globales. C'est entre bon an, mal an, ça peut monter jusqu'à 30% des transactions. Ah, c'est énorme. Là, ok. on est plutôt à 10 et la moyenne historique est à 20 pour faire simple. Donc sur 5 transactions, tu as un investissement locatif. Et je crois que j'ai zappé une de tes questions qui est sur le sample des 1500 investissements que Ouais. j'ai vus directement ou indirectement. Tu allais me demander ceux qui marchaient ou ceux qui ne marchaient pas. Ouais, alors ça, c'est une question qu'on va pouvoir faire après, effectivement, tu vas de voir un peu les cas particuliers. Mais juste pour rester là-dessus, je trouve ça incroyable parce que tu as nous, sur la SCPI, on a vu aussi une baisse, mais bizarrement, bien après toi, nous, le pic, il a été alors attends, il était en avril ou en mai, je sais plus, de 2023, donc l'année dernière. Et la baisse, elle s'est faite sentir sur Q3, Q4. Ouais, je me rappelle. Q3, Q4, on a vraiment, tu vois, on a divisé par 2 quasiment. Ah, donc on c'est se quand même assez prenait, énorme. je me rappelle, on a fait un dîner dans un japonais. Ouais, On pensait littéralement tous les deux qu'on allait se faire enterrer en décembre. Alors moi, je me suis fait enterrer, toi non, mais tu étais en panique totale sur la collecte et moi, j'étais en panique totale parce que je faisais plus de ventes. Et Q3, Q4, au moins, on était consensuellement à Q3, Q4, à Qatar. terre. Ouais. Mais et ce qui est très bizarre, et je touche du bois d'ailleurs, mais nous, c'est reparti comme un boulet de canon fin décembre et du coup depuis janvier 2024. Là où surprenamment, en fait, la SCPI continue à être vraiment mal, puisque tu vois, quand tu regardes la collecte du Q1, donc premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023, tu es à moins 70% de collecte. Et pourquoi toi, tu repars? Parce que j'ai des clients géniaux. Je ne vois pas d'autre explication. Mon explication, C'est pas que corrélé à ton marché? non, aujourd'hui, je suis en avance de phase et je pense que c'est pour une raison simple, c'est qu'on a une clientèle qui est plutôt plus éduquée. En fait, il faut quand même se rappeler que la SCPI, pendant très longtemps, et toujours d'ailleurs aujourd'hui, c'est un produit qui est vendu au client. C'est-à-dire que le client ne vient pas. Je pense que toi, les clients venaient. Tout le monde connaît l'investissement locatif, j'imagine. Donc, d'ailleurs, c'est une bonne question. Toi, les clients venaient en disant je veux faire un investissement locatif. Ou tu les Oui, il y convainquais? avait quand même un peu des deux, mais c'est eux qui prenaient l'initiative, mais il y avait un peu de pédagogie quand même. D'accord. Parce que tu vois, un CGP aujourd'hui, donc un conseiller en gestion de patrimoine, son client lambda rentre dans son officine et lui dit bonjour monsieur, j'ai 100 000 euros, qu'est-ce que je fais quoi? Limite, enfin, tu vois, il aurait pu aller voir son banquier. Nous, c'est pas le cas. On a plus une approche comme la tienne, c'est-à-dire que nos clients viennent chez nous. C'est très rare un client qui vient chez nous et qui ne sait pas ce qu'est une SCPI. Pour une raison simple, qu'est-ce qu'il viendrait faire chez nous, tu vois? Ouais, d'accord, ok. Donc tu as des clients éduqués. Et plutôt en avance de phase. Et donc, je pense que ce que mes clients voient, c'est qu'aujourd'hui, les acquisitions faites par les sociétés de gestion sont excellentes. Ouais. Et ça, c'est peut-être un autre sujet. D'ailleurs, on va voir la différence. C'est que nous, comme on a beaucoup de tertiaires, le tertiaire, Alors, le repricé mark-to-market, un peu il plus est vite. immédiat. Le repricing est immédiat. Alors en que France, un peu plus long qu'à l'étranger. Tu vois, à l'étranger, tout le monde nous a dit début 2023, repricing quasi immédiat. La France, c'était plutôt deuxième moitié 2023. Mais là où tu as raison, c'est que ça prend moins de temps quand même, non? Ah, c'est sûr. Alors, le repricing, c'est-à-dire que la prise de conscience du marché tertiaire qu'il y a une baisse de prix, elle est très rapide. Alors qu'en immobilier résidentiel, il y a énormément d'éléments non financiers. Il y a de l'affect, il y a de l'émotionnel, c'est de la RP. Ouais. Parce Et puis, qu'un c'est les bien, économies d'une vie. c'est les économies d'une vie. Et en fait, un bien locatif, ça peut aussi être un bien résidence principale, RP. Et donc, les gens peuvent s'offrir le luxe de nier la réalité, de s'accrocher à leur bien, de dire ça repartira, de dire bon bah de toute façon il n'y a pas d'urgence. C'est pas un produit financier, ils vivent dedans. Donc il y a une valeur d'usage, parfois une valeur financière, mais cette valeur financière elle peut redevenir une valeur d'usage. Et donc la sensibilité au marché, elle subit un lag de au moins 3 trimestres par rapport à ton marché tertiaire. Et c'est ça qui nous différencie aussi, c'est parce que moi je sens le coup enfin, je sais pas. Mais toi, tu as vu, par exemple, aujourd'hui, parce qu'en fait, tu t'attendrais à ce que c'est toujours pareil. Quand le taux sans risque augmente, ce qu'on appelle la prime de risque,
doit se reconstituer. Donc en fait, si Ouais, le taux sur risque passe de 0 à 3, le prix doit baisser. le prix doit baisser ou les loyers doivent monter. Mais enfin, comme les loyers, de toute façon, ils sont sticky, enfin, ils sont plafonnés à la hausse, mais ils baissent pas. ouais. Il y a pas de plancher parce qu'ils sont sous-pricés par rapport à leur prix de marché. Mais ils sont bloqués par la Ils loi. sont en fait. bloqués. D'ailleurs, il y a une pression, comme les gens peuvent plus acheter de l'immobilier parce qu'ils peuvent plus emprunter, les taux étant trop élevés, il y a quand même une pression naturelle qui se fait sur les loyers, qui, bien qu'étant plafonnés, tout le monde ne respecte pas le plafond. Il y a plutôt une pression à la hausse par le fait que les acheteurs se reportent sur le marché de la location par défaut parce qu'ils peuvent plus acheter. Donc du coup, tu as des loyers qui augmentent et comme ils peuvent plus acheter, les prix ont plutôt tendance à baisser, Ouais. mais avec une inertie due au Énorme. fait qu'on s'accroche émotionnellement à son bien et qu'on ne cède que face au mur, alors qu'un acteur financier va immédiatement repricer et faire un mark-to-market. Et est-ce que, par exemple, là, on est mi-2024, est-ce que tu as vu les rendements réaugmenter ou pas encore? Oui, mais c'est tout récent. Les prix baissent avec un lag. Le lag, c'est le décalage de 3 trimestres selon moi, mais grosso merdo 1 an. Donc, entre le moment où ça aurait dû être pricé, si tu avais un acteur purement financier rationnel, le moment où il prend conscience et puis il dit « Allez, fuck it, je vends », tu as 1 an. Et donc là, on a enfin une baisse sur Paris qui est palpable. Je vois des négos à moins 15% depuis quelques mois, mais D'accord. des vrais négos à moins 15%. C'est-à-dire que moi, maintenant, je prends le prix qu'on m'affiche et je mets systématiquement moins 15 sur ma négo. Et tu as des gens qui disent oui. Et c'est pas du tout vu comme un truc insultant. C'est-à-dire que vraiment, il y a un bien à 200, tu commences à discuter à 170 aujourd'hui. D'accord. Et c'est plus insultant de le faire. Et en revanche, les loyers, eux, ont bien augmenté parce qu'il y a une pression locative forte puisque les gens ne peuvent plus acheter et se reportent sur la location. Donc, des loyers qui augmentent, des prix qui baissent et des rendements qui augmentent. Et aujourd'hui, sur Paris, moi, sur les petits studios, parce que je me suis relancé sur ce créneau-là, j'arrive quasiment à être autofinancé. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que justement, c'était une des questions que je voulais te poser. C'est avec tout ce qu'on vient de se dire, tu y crois encore du coup à l'immobilier locatif? Je pense que la réponse est oui, puisque tu lances un nouveau projet. Mais pourquoi et peut-être sous quelles conditions tu y crois encore? Bah, c'est pas que j'y crois encore, c'est que je sais faire que ça, donc je vais pas me lancer dans des logiciels de médecine du travail. Tu vois, moi, ce que je sais faire, c'est soulever des poids très lourds du sol, qui est ma passion, et faire de l'immobilier locatif. Donc, Combien tu soulèves? bah là, j'essaye de tenter le 200 kilos pour cette année. D'accord, ok. Ce qu'on appelle en deadlift, en C'est soulevé le de terre. soulevé de terre. Ouais. Ouais. Et bah, vraiment, je sais faire 2 choses, c'est ça et l'immobilier. Et ce que je retiens de l'immobilier, je ne sais pas si ça va repartir, j'y crois pas beaucoup. Et d'ailleurs, je crois beaucoup à la résidence principale maintenant. Je pense que moi, j'en ai pas et c'est dommage. Mais la résidence principale, tu peux très bien acheter un actif sous-coté en ce moment, bien le rénover, vivre dedans, kiffer, le revendre et tu as une franchise de plus-value si tu en génères. Et c'est pas plus mal, hein, c'est quasiment… tu peux être marchand de biens qui s'ignore en résidence principale. Alors, Donc toi, tu ne crois pas au livre là, Père riche, Père pauvre du gars dont j'ai oublié le nom qui parle de l'immobilier de la résidence principale comme d'un passif. Pour toi, c'est pas un… Bah, je pensais ça et j'étais biaisé par mon ancienne activité. Mais en fait, en RP, enfin, j'ai vu des gens se faire beaucoup d'argent. Tu achètes un actif sous-coté, tu le revalorises en faisant des beaux travaux, en faisant une déco coup de cœur, tu vis dedans. Et après, tu revends et ta plus-value, elle est défiscalisée. Tu peux la releverager sur ton prochain invest, etc. Bon, après, faut éviter la requalification marchand de biens, mais si ça suit une trajectoire familiale logique, il n'y a pas de problème. Et moi, me concernant, s'il y a une chose que j'ai retenue de Mastéos, c'est fini les colocs à Maubeuge, Saint-Étienne, Roubaix, je sais pas où, fini les immeubles de rapport dans le Nord avec des locataires qui sont soit dealers, soit repris de justice, des squats, des impayés, de la sinistralité, à plus savoir qu'en faire, qui fait que le rendement que tu espérais, c'était un rendement théorique, mais ton rendement pratique, il est moins élevé qu'à Paris. Donc j'arrête avec ces zones qui font rêver sur un Excel, mais qui sont en fait un enfer quand tu n'es pas du coin. Et il y a un produit qui marchait bien chez Mastéos, finalement, c'était la petite surface parisienne. Tu vois, parce que certes, c'est pas aussi rentable sur le papier qu'à Roubaix. Et j'adore Roubaix et j'ai plein de copains à Roubaix. C'est une très belle ville. C'est juste, quand on n'est pas de Roubaix, faut pas faire un invest à Roubaix. Voilà. À Paris, en tout cas, les petites surfaces, elles marchent très bien et elles sont souvent sous-cotées. En revanche, je prône pas le marchand de sommeil et malheureusement, ceux qui achètent des petites surfaces aujourd'hui, ils font pas d'efforts. C'est de la chambre de bonne dégueulasse. Moi, je pense qu'il faut revaloriser ce patrimoine parisien des micro-surfaces, comme Tokyo l'a fait, comme New York le fait avec les pods. Il faut augmenter l'intensité d'usage de l'immobilier. Ça, c'est ma première croyance dans un environnement où tu ne peux pas construire ni en vertical, ni en horizontal. Ta seule chance de solutionner la crise du logement, c'est de diviser ou en tout cas d'augmenter l'intensité d'usage. Et pour ça, bah, tu as 90 000 chambres de bonne à l'abandon dans Paris, c'est un scandale. Elles sont pas habitées. Alors oui, elles sont petites, je suis d'accord. Mais il y a 1 million de mètres carrés qui est pas habité. Ça me scandalise. Ça ne veut pas dire que je vais faire vivre des familles dans 9 mètres carrés, mais je dis juste,
C'est dommage. C'est quand même dommage d'avoir 1 million de fonciers habitables pas habités. Et ensuite, au-delà des chambres de bonne, tu as plein de micro-logements entre 9 et 14 mètres carrés. J'en visite toute la journée et les gens ne savent pas techniquement comment en faire un espace de vie sympa comme une chambre d'hôtel. Et donc moi, j'ai regardé avec des architectes spécialisés des micro-logements, des gens qui font les wagons-lits de l'Orient Express, les cabines de yacht, les camping-cars, les tiny houses. Et ces gens-là, ils ont une richesse en matière de recherche et développement qu'on n'a jamais appliquée à l'immobilier résidentiel, mais qui, dans un contexte où tu as une crise de logement à Paris notamment et le foncier est trop cher, et ben, il faut trouver des solutions techniques pour réhabiliter les micro-logements. Et c'est ça que j'essaye de faire aujourd'hui. Donc, c'est un concept architectural, avant tout. Et puis social, en fait, aussi. Bon, je ne suis pas Mère Teresa non plus, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait une utilité sociétale à remettre des gens dans ces espaces abandonnés. Tout en étant dans des conditions, tu vois, à Paris, les hôtels 4 étoiles, les chambres font 11 mètres carrés. Parce que normalement, c'est un peu plus, mais tu as le droit de compenser avec des points en hôtellerie. Et il y a plein d'hôtels, je ne vais pas citer le nom, mais j'en connais 3, 4 étoiles en plein centre de Paris. Les chambres font 11 mètres carrés. Tu payes 300 € la nuit. D'accord ? Donc, je ne vois pas pourquoi ces hôtels, tu peux faire ta nuit de noces dedans, ça fait 11 mètres carrés, c'est 300 la nuit. Et moi, les 11 mètres carrés que je vois dans le résidentiel, j'ai même pas appelé pour faire la visite qu'on m'a insulté d'être un marchand de sommeil. Non, ça peut potentiellement être une chambre d'hôtel et tu peux vivre une expérience incroyable, plutôt sur des durées moyennes. Hein, et la moyenne durée, c'est un truc qui émerge. Moi, je pense que ça s'adapte plus à des gens de passage. Pas pour y passer. Quoi, des stagiaires, par exemple, des étudiants? Ouais, les gens qui font des stages, notamment les étudiants étrangers qui peuvent pas être éligibles au process de location traditionnel parce qu'il faut traduire tes documents à l'ambassade. Il y a plein de gens. Moi, par exemple, je déménage avec ma conjointe. J'ai un battement de 4 mois. Je vais pas aller prendre un bail sur 3 ans. Tu vois, j'ai besoin de faire de la moyenne durée sur 3-4 mois. Et j'ai pas besoin d'un espace monstrueux. C'est juste entre deux. Donc, moi, je fais du micro, plutôt sur des durées moyennes. Donc sur Paris, le niveau de risque, il est plutôt faible. 0. Ouais. Mais par contre, le rendement, est-ce qu'il est au rendez-vous? Le rendement moyen, il n'est pas au rendez-vous du tout. D'accord. Le seul moyen de générer du rendement, c'est d'identifier un mispricing, donc c'est mon langage de trader, c'est-à-dire une anomalie de marché. Et moi, j'ai identifié une anomalie de marché sur les petites surfaces. D'accord. Pourquoi ? Parce que dans toutes les villes, normalement, tu n'as pas de linéarité prix surface. C'est-à-dire, évidemment, un appart de 300 mètres carrés, bah, ton 301e mètre carré, il a aucune valeur. On s'en fout. À la location, vivre dans 300 ou 301, c'est la même chose. À l'achat, c'est la même chose. Le mètre carré marginal sur une grande surface, il n'a pas du tout la même valeur pour un propriétaire ou un locataire que le mètre carré quand tu passes de 9 à 10, qui va littéralement changer ta vie. C'est littéralement le mètre carré qui va tout changer à ton confort. Et donc, la linéarité surface-prix, elle n'est pas droite. Ouais, c'est une fonction concave, ouais, bien sûr. Voilà. Et dans toutes les villes, cette fonction, elle est respectée. Par exemple, tu vas, littéralement toutes les villes de France, sauf Paris, les petites surfaces, le prix moyen au mètre carré, il est 2 fois plus élevé que le reste. Donc, tu prends meilleurs agents, normalement, le prix au mètre carré sur la petite surface, il est à minima 50% plus élevé. Et à Paris, c'est une des seules villes où je ne retrouve pas cette relation que je vois dans toutes les autres capitales européennes, dans toutes les autres villes de France. À Paris, la petite surface, elle est au même prix que la grande. Et pourquoi ? Justement, je pense qu'il y a tout un halo négatif autour on appelle ça une chambre de bonne. Ouais. Et en fait, j'en ai visité des centaines, donc je peux dire que c'est effectivement un enfer. C'est des couloirs de chambre de bonne. En plus, c'est mal isolé souvent, non ? C'est sous les toits. C'est horrible, c'est mal isolé. Ils n'ont pas fait de travaux depuis 1800 parce qu'en fait, comme il n'y a pas de use case sur ces produits-là, les gens le laissent dans un état déplorable. De toute façon, les loyers sont plafonnés, donc il n'y a rien à en tirer. 30 balles de loyer pour 9 mètres carrés, tu as 270 €, ça paye à peine ta taxe foncière et tes charges et ton assurance. Donc, qui va s'embêter à mettre sur le marché du logement un truc qui va rien rapporter ? Et en fait, les règles, le DPE, il pénalise les petites surfaces, le plafond des loyers, il n'est pas du tout adapté dans sa formule à la non-linéarité, et tout pénalise le micro-logement. Et donc, les gens n'ont pas envie de l'exploiter. Et en plus, on appelle ça une chambre de bonne, donc tu as tout un halo négatif là-dessus qui fait que je pense c'est presque culturellement qu'à Paris, le micro-logement est décoté. D'accord, donc pour toi, il y a un mispricing. Et sur cette catégorie-là, tu génères combien comme perf ? Brut et net, je sais pas les deux stats. Là, tu es en train de désenchanter mon projet parce que c'est vraiment un projet architectural. Il y a Le Corbusier qui avait essayé. Il y a plein d'architectes, notamment à Tokyo. Je me suis intéressé à tous les architectes qui avaient essayé de redonner ces lettres de noblesse et de réhabiliter les micro-logements en faisant des concepts incroyables où tu te sens presque mieux dans 11 mètres carrés qui est un petit cocon de luxe que dans ton 25 ou 30 mal rénové.
Et moi, mon pari, c'est ça. Mais c'est un pari qui est purement architectural. Je travaille avec des archis, on conçoit des modules en design industriel pour vraiment optimiser ces espaces. Et c'est une barrière à l'entrée très forte parce que moi, je pense avoir une innovation, être le seul à l'avoir, qui permet de transformer ces chambres de bonne. Mais modulo ça, si tu les prends en l'état, ça fait... alors, c'est un peu plus rentable que la moyenne parisienne. Tu vas être sur du... Tu ne seras pas autofinancé, mais en gros, tu peux louer ça 600 euros. Et ça s'achète, ça dépend s'il y a des toilettes dedans ou à l'extérieur. Moi, je suis plutôt toilette dedans, donc je paye un peu plus cher, mais ça s'achète bon an, mal an, 100 000 100, euros 120, ouais. 120 Pour Ouais, 600, donc, donc ça fait du 5 brut. ouais, Là où à un peu Paris, plus. tu fais du 3,5 brut. Ouais, Ah oui, c'est vrai, ça fait plus, t'as raison, ouais, ça c'est fait du plutôt 6 6%. brut. Ouais. Ouais. Donc tu fais le double de la moyenne parisienne, donc tu n'es toujours pas à l'autofinancement, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ouais. Ok. Moi, je prône pas l'achat de micro-espaces mal rénovés parce qu'en fait, ça fait qu'entretenir une insalubrité et ça fait qu'entretenir la situation, quoi. Hyper clair. Et alors peut-être, on avait une des questions à te poser, c'était à Mastéos, tu as probablement vu le meilleur et le pire. Et peut-être pour pas dégoûter, on va commencer par le meilleur. Sur quoi? Sur l'immobilier ou Ouais, l'entrepreneuriat? sur l'investissement. Alors, non, plutôt sur l'investissement locatif, pardon, excuse-moi. C'est quoi, tu vois, les meilleurs projets que tu as vus et puis aussi à tous les cas dont on entend souvent parler, dont on se demande toujours si c'est vrai, ça paraît presque grotesque. Tu vois, on entend parler de squat, on entend parler de loyers impayés. Bon, les classiques, je vais te répondre. Vas-y. Et pour le coup, j'ai des vrais traumatismes et je le dis pas en rigolant. Genre, Ouais. vraiment, c'est du PTSD. En fait, j'ai passé tellement de nuits blanches sur des cas, sur les 1500 qu'on a fait, il y en avait qui étaient forcément extrêmes. Et j'ai un stress traumatique fort. C'est-à-dire que je peux ne pas dormir si tu m'y refais penser. Donc, et il y a des traumatismes en immobilier et on n'en parle pas assez, mais ça peut vraiment laisser des cicatrices à vie. En fait, c'est tellement... Parce qu'en fait, les enjeux sont très forts. C'est les économies de toute une vie. Quand tu fais un prêt, c'est un prêt sur 25 ans et tu peux pas en faire un deuxième. Donc là, tu as tout misé sur hors calcul différentiel. Et donc, moi, les cas extrêmes, c'est bon, impayé, squat, évidemment. Ah, c'est même pas l'extrême, ça? Bon, non, mais impayé, squat, c'est le quotidien d'un investisseur locatif. Ça fait partie de la modélisation. Plus tu vas chercher du rendement, plus ton risque d'impayé de squat est élevé. À toi d'avoir la stat qui te permet d'aller dans la ville où ce couple risque-rendement est le plus favorable. C'est-à-dire qu'il y a des villes, par exemple, je cite Niort, Metz, c'est des villes où tu vas avoir un peu plus de rendement sans avoir le premium de risque qui normalement va avec. Donc, tu as des villes quand même qui offrent un bon couple. Mais pour l'essentiel, squat impayé, dégradation. Par exemple, en coloc, ils dégradent à fond, c'est les étudiants, ils font la fête, mais tu sais même pas à qui tu vas prendre la caution parce que c'est des parties communes, donc c'est très, très dur. J'ai eu plein de cas, notamment dans le Nord, les mairies sont très sévères et donc tu peux avoir une rambarde d'escalier qui est pas aux normes et un type de la mairie va venir et va te dire tu n'as pas le droit de louer tant que tu n'as pas mis aux normes tel truc vraiment mineur. Donc les mairies qui sont très embêtantes. Tu peux avoir un meurtre. Alors là, je passe au cas extrême du coup. Les meurtres, alors non, mais tu as des gens qui vivent et qui meurent, c'est normal. Mais moi, j'ai eu quelqu'un qui s'est pendu et le problème du meurtre dans l'immeuble, c'est que tu as une enquête de police dans l'immeuble, mais ça veut dire que tu dois reloger tes locataires et c'est à ta charge, et les reloger dans des hôtels, ou tu te débrouilles, tu les reloges, et tu ne peux plus louer ton immeuble. Et la police enquête. Moi, ça a duré 4, 5, 6 mois, tu vois. Mais non, mais c'est des pertes de loyer de dingue, et en fait, on n'y pense pas. Mais si tu as le malheur d'avoir un meurtre dans un immeuble, la police, elle te mobilise ton immeuble. Après, tu as les cas... C'est marrant, parce que je pensais que on s'imagine dans les séries américaines 3 petits rouleaux de donuts très il y a les rouleaux donuts, je sais pas quoi, mais tu as une enquête de police, et tu n'as pas le droit d'avoir des gens qui, pendant l'enquête, quoi. Ceci, ça paraît pas déconnant. En fait, ouais, mais je peux dire que le propriétaire, il le sent passer. Il n'y a aucune aide de l'État dans ces cas-là. Rien du tout. Tu vois, moi j'ai une tuile qui est tombée sur un passant, donc la toiture était mal rénovée, la tuile elle tombe, elle assomme le passant, je suis convoqué au commissariat. On a expertisé l'immeuble, on n'a rien vu de grave. Il s'avère qu'il y avait un champignon indétectable qui est en train de bouffer la structure et ton immeuble, 1 an plus tard, il est en état d'insalubrité. Tu dois évacuer tous les locataires et tu dois tout reconstruire à ta charge. Et l'assurance, elle veut pas le prendre en compte parce qu'ils ont trouvé... Le coût des assurances, c'est terrible. On se sent en sécurité quand on est assuré. En vrai, moi, j'ai pas mal de cas où l'assurance, elle rembourse pas. J'ai un immeuble qui a pris feu. J'ai 2 immeubles qui ont pris feu. Le premier, l'assurance a remboursé. Le deuxième, à Hénin-Beaumont, l'assurance m'a remboursé que la moitié. Enfin, je dis mon client, parce que il y avait une case qui n'était pas cochée au moment où on a fait la déclaration. Enfin, tu vois, ils vont toujours trouver la petite bête qu'ils vont pas rembourser. Et du coup, tu te retrouves avec la moitié d'un immeuble à réparer et la mairie et la préfecture de la ville qui te mettent la pression pour que tu refasses l'immeuble à l'identique très vite. À tes frais. À tes frais. Et en plus, tu dépends du prêt bancaire. Et là, en fait, nous, on n'a pas de cash, les investisseurs, hein, on a des prêts. Donc, on ne peut pas sortir 100 000 euros pour réparer un immeuble qui est infecté par un champignon, qui a subi un incendie mal remboursé, etc. Le coût de la tuile sur un passant, ça arrive. J'ai même eu sur
Comment ça s'appelle les trucs que tu as le long des murs pour évacuer le long des. Gouttière. Ouais, gouttière. Ouais. Une gouttière qui est tombée aussi, qui a failli assommer un passant et qui a brisé un pare-brise de voiture. Bon, ça, c'est 1500 balles à rembourser, mais ça arrive. Et les arrêtés d'insalubrité, dans le Nord, ils adorent ça. Donc, il suffit que tu as un truc qui soit pas aux normes ou qu'un locataire te dise il y a de l'humidité et te dénonce en mairie. Et là, la mairie te met un arrêté d'insalubrité. J'ai eu des arrêtés d'insalubrité pour vraiment des trucs, alors que j'avais tout rénové pour le client. L'immeuble était nickel, mais t'es pas aux normes sur un petit détail et t'as un arrêté d'insalubrité. Vraiment, je trouve qu'elles ont la gâchette facile. Là-dessus. Hein. Ouais. Ok. Alors Et ça, c'est grave parce qu'après, tu dois reloger tout le monde, tu peux pas louer, tu reçois pas de loyer, il faut faire des réparations. en urgence. Et après, ouais, les dealers, quand tu vas dans des villes et que tu connais pas et que tu vas dans l'endroit le plus rentable, bah, en fait, c'est l'endroit le plus risqué. La raison pour laquelle c'est pas cher à cet endroit, c'est que personne veut acheter parce que tout le monde sait qu'il y a des dealers dans cette rue et t'achètes le truc que personne voulait acheter parce que t'es un Parisien et tu sais pas. Et le lendemain, bah, tu peux pas louer parce qu'il y a des gens qui vendent du shit devant et donc les locataires sont effrayés, donc tu ne peux pas louer ton immeuble. Ouais, et ça, c'est même sans compter les potentielles descentes de police, j'imagine, ou ce genre de trucs. Ouais, et ah oui, un autre truc, c'est quand tu loues, bah, notamment des petites surfaces, tu peux avoir des locataires qui sont des prostituées. Et j'ai eu 2 cas où le propriétaire bailleur a été accusé de proxénétisme. Parce que la police, finalement, finit par identifier, puisque les voisins se plaignent, puisqu'il y a la queue devant la. Et donc les voisins se plaignent, et donc tu es convoqué à la préfecture, un client à qui c'est arrivé, il y a un soupçon de proxénétisme. Bah, ils peuvent pas savoir si c'est pas toi qui fais travailler la prostituée. En fait, ça me fait rigoler parce que ma copro d'AG pour ma résidence principale, il y a 2 semaines, on a un voisin qui, tout la bouche en cœur, a levé la main en disant « Et on fait quoi à propos de la prostituée du bâtiment C ?» Et tout le monde était là en mode « Ah bon, il y en a une ?» Bref. Bon, genre, ils savaient pas. Non, mais moi, je savais pas non plus. En fait, vraiment, on était tous surpris. Mais bon, bref, petit aparté. Mais oui, effectivement. Ouais, et parfois, tu sais pas ce que fait ton locataire et c'est assez injuste. Oui, c'est certain. Là, on a parlé du pire. Tu as quand même quelques belles success stories à raconter pour que nos auditeurs soient pas dépressifs après cet épisode. Ouais, t'as raison. Bah, de toute façon, toi, tu vends pas de l'immobilier en direct, mais c'est vrai. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je connais plein de gens qui sont devenus vraiment multimillionnaires avec l'immobilier, des gens très proches. Et le truc, c'est comme les youtubeurs vendent du rêve pour vendre des formations, et on part du principe que tout est faux. Que tout est faux. En vrai, il y en a. Il y en a, et même parmi les youtubeurs dont j'en connais un paquet, il y en a qui sont vraiment enrichis. Mais beaucoup. C'est-à-dire qu'ils sont passés de 0 à 10 millions. Et en fait, si tu joues bien à ce jeu et que tu comprends tes risques et que tu investis et tu fais pas n'importe quoi, je vois pas d'autres moyens de t'enrichir aussi vite. Hein. Mais aujourd'hui, c'est plus possible en vrai. Alors, si, en fait, il faut répliquer les effets du calcul différentiel, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que tu vas. Le problème de la fin du calcul différentiel, c'est que tu n'as qu'une cartouche. Tu as ta capacité d'emprunt à 35%, tu vas la taper soit en résidence principale, soit en investissement locatif, mais tu n'as qu'une seule cartouche. Si tu en veux une deuxième, il faut que tu crées un véhicule professionnel. Il faut que ça ait une tête pro et que tu ailles au département pro de la banque. Donc, tu crées une SAS avec des bilans comptables et ta première opération, elle va être liée à ta personne et à ta capacité d'emprunt. La deuxième aussi un peu. Mais à partir de la troisième, la quatrième et la cinquième, c'est une opération. En fait, c'est une société qui présente des bilans positifs et qui a vocation à se refinancer et qui peut devenir un peu autonome financièrement. Et c'est là où tu as un véhicule qui grossit et qui se détache progressivement de ta personne parce que tu n'es pas soumis au HCSF quand tu es sur des véhicules pro. Donc ça peut être un moyen que j'ai vu de gens qui marche encore en fait. Marche et où tu peux faire l'effet boule de neige, mais pas en direct à l'MNP, en SAS quoi. Il y a ça, marchand de biens, ça c'est un sujet qui me fascine, j'adore parce que pour 2 raisons. Les marchands de biens, la plupart n'ont pas leur bac. Ouais. Alors ça va être pour 3 raisons. Un, je les trouve très peu éduqués. Et j'ai du grand respect pour ça, parce que mon associé sur Mastéos, mon 3e associé, il n'a pas son bac non plus, et c'était un des mecs les plus géniaux de la boîte. Donc je pense qu'il faut. Mais les marchands de biens, ils sont très peu éduqués. Deuxièmement, j'en connais qui sont très très riches, mais ils n'ont jamais de cash, parce que tout est en permanence réinvesti. Ouais. Il n'y a pas plus pauvre, il n'y a pas plus illiquide qu'un marchand de biens. C'est incroyable. Les mecs, ils ont des foncières à 100, 200 millions. Et la carte, elle passe pas au resto parce qu'en fait, il se distribue rien, tu vois, tout est en permanence réinvesti. Et 3, ce qui est marrant, c'est que, en vrai, marchand de biens, tu fais des TRI, mais monstrueux parce qu'en fait, tu vas mettre 20% d'apport sur une opération qui fait 20% de rendement. Bah, en fait, tu fais 100% sur equity. Donc, ton argent, il double tous les ans. Et si t'es pas mauvais en maths, tu te rends bien compte que ça va très très vite. Très vite, ça fait un peu Bernard Arnault. Et tu dis, mais pourtant, je connais pas beaucoup de marchands de biens milliardaires.
Et ce que m'explique Eric Weiss, qui est le président de la Fédération des marchands de biens, c'est que les marchands de biens, ils font x2, ils partent de 100 000, ils font x2, 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 ils arrivent très vite à 1 ou 2 millions. Et après, ça stagne. Et après, en fait, l'opération, elle est trop complexe pour eux et ils se plantent à la 10e, ils repartent de zéro parce que comme tu remises tout à chaque fois. Et il m'a dit, moi, tous les marchands de biens, le 0 à 1 million, il est à peu près facile, 0 à 2 aussi. Et à partir de 2, tu as l'opération de trop, elle était trop grosse pour toi, bam, tu perds ton apport. D'accord. Et tu repars de zéro. Et c'est tout le temps comme ça. Ça me fait marrer. Ouais, c'est marrant ou c'est un peu chaud. C'est rigolo parce que tu vois, ma mère habite à la campagne depuis quelques années et effectivement, elle voit beaucoup de gens, comme tu dis, assez peu éduqués, qui ont d'ailleurs en fait assez souvent des boulots à côté. Alors, ils le font pas nécessairement comme marchands de biens, mais à titre perso, et où, tu vois, pour pas mal de gens qui se disent, mais en fait, tu vois, on dit toujours, oui, combien tu gagnes à l'heure, mais en fait, c'est sympa, mais quand tu as les 35 heures, bah, tu gagnes 35 fois ton salaire horaire, quoi. Tu peux pas Ouais. faire 70. Et donc, les gens font de la rénovation par eux-mêmes à côté, parce qu'en fait, c'est le moyen le plus rémunérateur pour eux d'utiliser leur temps libre, quoi. Et Ouais. ça, c'est un moyen aussi, à mon avis, qui est pas idiot. Ouais. Ok. C'est l'effet de levier, il s'applique aux bancaires et il s'applique aussi Au temps au perso. temps. Bah ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, parce que tu sais, on entend souvent ça de dire est-ce qu'il ne faudrait pas déléguer telle ou telle tâche, mais je trouve que c'est un tropisme de cadre parisien. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui est employé à 35 heures et qui gagne le SMIC, bah, en fait, il peut pas leverager son temps. Surtout en Airbnb, tous les gens qui disent je suis rentier grâce au Airbnb. Ouais, enfin, sauf que Airbnb, tu fais le ménage toi-même sur 12 biens où tu fais des allers-retours en Oui, en voiture. fait, t'es femme de ménage, t'es pas Parce rentier, que quoi. si tu payes le concierge, ta renta, elle arrive à 0. Donc en fait, t'es juste femme de ménage, t'as raison. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et c'est très bien d'être femme de ménage. Oui, Moi, bien je fais sûr. le ménage dans mes propres apparts avec mon nouveau truc. Mais fais pas une vidéo YouTube pour dire que t'es rentier, quoi. Ouais, C'est plutôt ça. c'est ça. Ok, peut-être pour clôturer, du coup, parce que c'était super riche, à titre perso, du coup, tu nous as dit 2020, t'avais rien. Aujourd'hui, tu dis que t'as toujours pas ta résidence principale. T'as fait de l'investissement locatif quand même. Au Non, moins. même pas. Je l'ai fait pour des clients. Tu l'as pas fait pour titre Non, perso. je suis gérant d'une SCI, mais je possède pas de part de la SCI. C'est juste D'accord. pour aider un client. Et non, en fait, je T'as suis des cordonnier actions, mal peut-être, chaussé. ouais. Non, j'ai rien, j'ai pas de patrimoine. Et je dis pas ça parce qu'il y a des créanciers qui pourraient écouter le podcast. Je n'ai pas de patrimoine. Ça me rend libre. J'ai la chance d'être avec une copine qui est médecin et donc qui finance le foyer. Mais moi, j'ai rien. D'accord. J'ai ok. pas monétisé sur Mastéos, c'est-à-dire j'ai pas vendu de part en secondaire, j'ai pas cash out. J'ai dû m'endetter au début pour lancer la boîte et je maintiens ces dettes malheureusement. Je me suis pas bien payé pendant la boîte, donc j'ai pas pu épargner. Et en fait, je retourne au point zéro. Ça, j'ai commencé au RSA et là, je repars à un point où j'ai la même situation que quand j'ai commencé. D'accord. Mais j'ai vécu une aventure de dingue. C'est sûr. Et ça vaut tout l'or du monde. Et malgré l'enfer qu'est une liquidation pour un entrepreneur, c'est un vrai enfer. Je revivrai cette aventure à chaque fois qu'on me la reproposera. C'était unique et c'est à vivre une fois dans sa vie. Et voilà. Donc, faut pas que ça éteigne les vocations entrepreneuriales, au contraire. Ok. Faut juste pas s'emballer avec les bulles. Hyper clair. Eh ben, écoute, dès que ton nouveau projet marche un peu, tu nous dis, et puis on te fait 5 000 euros de part de la SCPI. Tu n'auras pas de problème de tuiles, pas de feu, tout ira bien. Ouais, je vais mettre tout mon argent dans les CPI si j'en gagne à nouveau un jour. Merci beaucoup Thierry. Salut, merci Clément.